Salut tout le monde, c'est Justice. Je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur Hatsadi de la faction Bravos. Hatsadi, c'est un héros qui va nous permettre de piocher lorsqu'on va mettre des personnages de coups de main 5, 6, 7, etc. L'objectif du deck, ça va être de pouvoir, ce qu'on appelle ramper, donc mettre nos ressources dans la mana pour pouvoir sortir le plus rapidement possible les personnages puissants et pouvoir gagner comme ça en écrasant un petit peu notre adversaire. L'objectif de cette vidéo, c'est d'aller voir un petit peu justement ce qu'on va pouvoir mettre dans la construction de ce deck, les cartes qu'on va plutôt mettre dans une version commune, celles qu'on mettra plutôt en rare, et surtout en combien d'exemplaires on va vouloir les mettre. On s'intéressera aussi aux uniques qui vont avoir un réel intérêt avec ce héros. Hatsadi, donc, c'est un héros qu'on va aimer jouer avec des personnages qui vont nous coûter relativement cher pour pouvoir déclencher son effet. Évidemment, si on met trop de personnages qui vont coûter cher, on sera un petit peu bloqué puisque idéalement, on veut pouvoir en jouer un par tour pour piocher du coup une carte de plus par tour. Et donc, il va falloir compléter un petit peu ces tours avec des cartes qui vont nous coûter un ou deux de mana pour pouvoir rentabiliser un petit peu nos tours. En plus de ça, si on les joue avant, ça va nous permettre un petit peu de temporiser et donc de jouer notre gros personnage un peu plus tard sur le tour et donc de limiter un petit peu le risque que notre adversaire ne puisse le défausser. Sur ce tableau, je présente sur la première ligne les cartes que je vois plutôt dans leur version commune dans le deck. Sur la deuxième ligne, ce que je mettrai plutôt en version rare. Au niveau des personnages qui vont déclencher l'effet d'Hatsadi, je vais m'intéresser à Achille dans un premier temps. Ce serait la seule carte que je mets avec un coût de 5. Évidemment, le coût de 5, il va me permettre de déclencher seulement une fois l'effet d'Hatsadi, alors que les cartes qui vont coûter 6, 7, 8, même si je les joue le tour où Hatsadi a 5 compteurs, je vais quand même pouvoir déclencher du coup son effet. Donc pour les cartes à 5, je m'intéresse à Achille particulièrement dans sa version rare, puisque je vais pouvoir le jouer idéalement un tour où je vais avoir 5 mana en seule carte, puisqu'il va avoir son Corias 2 qui va le protéger. Ça devrait limiter du coup la possibilité de l'adversaire de venir me le défausser, et donc je devrais logiquement prendre quand même une expédition le tour où je le pose. En plus de ça, si j'arrive à un tour à 11 mana, je pourrais idéalement le jouer en même temps qu'un Shenlong et je pourrais même du coup peut-être prendre deux expéditions ce tour-là. Shenlong ensuite va être intéressant puisqu'il va pour un coût de 6 m'apporter des statistiques très importantes, donc ça me garantit à peu près, en tout cas s'il n'est pas défaussé, de prendre l'une des expéditions et donc logiquement de faire une égalité. Comme je le disais, plus tard je le joue pendant mon tour et plus je force mon adversaire à aller jouer des cartes et à vider un petit peu sa main. Donc ça, c'est un petit peu ce que je cherche à faire. C'est pour ça que les cartes qui vont coûter un ou deux peuvent être intéressantes avant d'aller jouer ce type de cartes. La commune peut se suffire. Maintenant, si j'ai la place de mettre la version rare, c'est intéressant puisque je gagne un petit peu en stats et je gagne Corias 1. Donc, je vais inciter mon adversaire à ne rien faire ou en tout cas à venir dépenser beaucoup plus de mana pour venir le gérer. Ensuite, on va avoir Kaibara qui serait intéressant. Quand je vais pouvoir le jouer à 8 de mana, je vais mettre 6 de statistiques sur tous les biomes et des deux côtés de l'expédition. Donc, ça peut être un tour où je vais prendre l'avantage sur mon adversaire. C'est extrêmement sujet à défausse de la part de mon adversaire, d'où la temporisation qui sera importante et le fait de pouvoir ramper, donc de mettre des cartes en mana pour pouvoir le jouer le plus tôt possible, car plus tôt je joue Kaibara, et plus il va avoir un nombre important en termes de coriaces, et donc mon adversaire pourra difficilement venir euh, le défausser, ou en tout cas devra dépenser vraiment quasiment tous les manas dont il dispose pour pouvoir le jouer. Je peux la mettre en commune avec une version rare pour me garder la possibilité d'avoir une pioche avec Hatsadi quand je vais le jouer en version rare. Je peux aussi peut-être le mettre deux fois dans sa version rare si je veux avoir une fin de partie où j'espère qu'il sorte, il sera très impactant et donc il sera d'autant plus intéressant.
Dans l'ensemble de ces 3 cartes, je pense que les mettre en 2 exemplaires est une bonne solution. Si je le mets en plus, ça risque d'encombrer un petit peu ma main. Enfin, je vais avoir le Sakarabrou qui, pour lui, va pouvoir être mis en 3 exemplaires puisqu'il va avoir un coût de réserve relativement faible. L'intérêt, c'est que les compteurs, je vais les comparer avec le coût de la main. Et lorsque je vais jouer mon Sakarabrou depuis la réserve, je vais donc comparer mon coût de main de 7 par rapport au nombre de compteurs pour savoir si je peux piocher une carte. Donc il sera très intéressant et en plus de ça, il va avoir un effet qui va ralentir le jeu puisqu'il en fait reculer mon adversaire. Donc si j'ai pris un petit peu de retard, je peux revenir à égalité, voire prendre l'avantage. C'est une carte que je pourrais mettre en 3 exemplaires comme je disais. Au niveau des permanents que je peux vouloir jouer, j'en estime 3 qui sont efficaces. Le fuseau, bien évidemment, pour venir protéger du coup notamment Kaibara, je peux le mettre en 3 exemplaires. Le havre va me permettre de temporiser si je le joue dans sa version rare. Il me permettra également d'aller ravitailler. Tout l'intérêt du deck, c'est d'avoir la possibilité de jouer une carte relativement chère, donc une fois lors de son tour, et derrière d'aller jouer des cartes à faible coût de mana, puisque je vais pas avoir non plus énormément de mana, et donc je pourrais jouer que une ou deux cartes, et donc forcément je vais devoir les limiter à un ou deux de mana idéalement. Le fait de pouvoir ravitailler me permet de garantir un petit peu d'avoir ces possibilités et de pas avoir une main avec que des personnages qui vont coûter 8 finalement. Enfin, le cylindre de Kélon est intéressant puisque lui aussi va me permettre de temporiser et il ne coûte que 1, donc ça va me permettre de forcer mon adversaire à aller jouer des cartes et en plus de ça, je pourrais utiliser son effet du coup plus tard dans la partie pour aller mettre des boosts à mes personnages. Au niveau de ces permanents, je vais les mettre en 2 voire 3 exemplaires en fonction de si j'ai la place de les mettre en rare ou non. Au niveau des personnages que je vais vouloir mettre du coup avec un coût de 1 ou 2, je peux m'intéresser à Isun Boshi qui va me coûter seulement 1 depuis la main et depuis la réserve, donc qui est très intéressant. Il va forcer un petit peu mon adversaire à jouer des cartes. Je peux le mettre en 2 ou 3 exemplaires. J'ai peur que 3 exemplaires ce soit un peu beaucoup étant donné qu'il n'est pas équilibré, qu'il est un pic seulement en océan. La prestidigitatrice de l'Ouroboros, elle, je la jouerai plutôt en 3 exemplaires puisqu'elle va avoir un coût intéressant et je vais pouvoir efficacement la synergiser avec la main tendue pour pouvoir de la réserve la jouer, lui faire perdre Fugace et donc derrière pouvoir la jouer suffisamment souvent. Ce serait intéressant d'avoir systématiquement dans le deck des cartes à coût de 1 ou 2 que je vais pouvoir jouer. Ça me garantit de pouvoir temporiser et pouvoir jouer derrière mon personnage qui va me faire piocher grâce à Hatsadi. La Fée des Dents est, je pense, la carte de sabotage la plus efficace avec Hatsadi, puisqu'elle ne coûte que 2, elle permet de temporiser. Là encore, elle va forcer l'adversaire à venir jouer sur la même expédition. Je pourrais la mettre également en 3 exemplaires si j'ai la place avec le nombre de rares. La pionnière Bravo sera intéressante elle aussi en 3 exemplaires. Elle va me coûter 2, elle me permet de mettre des stats. Et si l'adversaire ne fait qu'une égalité sur l'expédition, puisqu'il met par exemple des statistiques à 1-1-1 ou 2-2-2, ça me permettra peut-être même d'avancer sur cette expédition. Et si je mets un personnage plus cher de l'autre côté, je peux prendre potentiellement l'avantage sur un tour comme ça. On a également eu à Mulan, du coup, qui va nous permettre d'être joué assez souvent, car elle va perdre Fugace, donc ça va me garantir d'avoir systématiquement un personnage à jouer, quelles que soient les pioches que je vais tirer, je vais pouvoir jouer ma Ua Mulan de la réserve pour un coup de 2 et venir avoir cet effet de temporisation. Ensuite, pour que mon deck fonctionne, il va falloir que je gagne suffisamment de mana. Je vais avoir 3 cartes potentielles en termes de personnages qui vont me permettre de mettre des cartes dans ma mana. La carte clé, c'est un petit peu le petit Jean, surtout dans sa version rare, puisque il va coûter seulement 1 de la main et 2 de la réserve, donc je pourrais le jouer efficacement pour temporiser. Il faudra que je fasse attention quand je vais le jouer pour ne pas risquer de me le faire saboter quand il va aller en réserve.
Le puissant Djinn va être intéressant quand je vais le jouer de la main. Il sera intéressant notamment sur le tour où je vais avoir 4 mana. Je vais pouvoir peut-être prendre quand même une expédition le tour où je vais le jouer, surtout si je suis deuxième joueur. Et je vais pouvoir ensuite le mettre du coup dans ma zone de mana. C'est pas une carte que je vais forcément vouloir jouer plusieurs fois. Je suis intéressé par la mettre le plus rapidement possible en mana, donc la commune peut suffire. Maintenant, si j'estime ne pas avoir suffisamment de pioches dans mon deck, si par exemple je n'ai pas mis de Bastion Bravos dans la version rare, je peux avoir un intérêt d'aller jouer le puissant Djinn dans sa version rare pour aller dans un premier temps piocher une carte et la deuxième fois que je le jouerai, cette fois-ci je pourrais plutôt aller le mettre dans ma zone de mana. Sur ces deux cartes, ça va être un peu essentiel d'avoir de la mana, donc j'estime qu'on peut les mettre en 3 exemplaires chacune. Pour Aja, qui va me permettre également d'aller mettre un petit peu de cartes en mana, elle va pouvoir le faire seulement depuis la main, et ça va être une carte beaucoup moins intéressante à jouer depuis la réserve. En plus de ça, elle coûte 4, du coup je vais pas avoir envie de la jouer depuis la réserve, puisque je vais devoir attendre un tour où je vais avoir 10 mana pour pouvoir efficacement jouer autre chose d'intéressant pendant le tour. Donc je la limiterai peut-être à un exemplaire si je veux la jouer. De la même façon, Parvati est intéressante puisqu'elle va me permettre d'ancrer, et si j'ancre un Shenlong ou un Kaibara, j'aurai quand même un fort avantage par rapport à mon adversaire, notamment s'il ne peut pas venir le tour suivant me défausser mes cartes. Mais ça demande d'être joué avec un coup de 4, donc ça demande d'être joué relativement tard, et donc de la même façon, ça va être très situationnel, je le limiterai plutôt en un exemplaire. Au niveau des sorts qui peuvent être intéressantes dans la faction, je vais m'intéresser aux sorts qui vont coûter peu cher. Donc on va avoir la canisation de mana évidemment, puisque ça va être la dernière carte qui va me permettre d'augmenter mon nombre de mana. Je pourrais le jouer en début de tour pour venir temporiser. Je pourrais aussi le jouer un peu plus tard sur mon tour, à la rigueur, si je veux venir compléter avec les manas. Peu importe, ça me prépare tout simplement mes tours suivants. Donc je vais le mettre en 3 exemplaires. Main tendue, ça synergise pas mal avec les petites cartes que je vais pouvoir rejouer pour pas cher depuis la réserve, puisque ça leur fait perdre Fugace. En plus de ça, ça leur donne des petits boosts, donc ça permet d'embêter un petit peu mon adversaire pour un coût très très faible, un depuis la main, deux depuis la réserve. Ça me permet de temporiser, donc c'est très bien pour ce deck. Je pense que ce serait très intéressant de la jouer en 3 exemplaires, surtout que c'est une carte commune. L'intimidation sera aussi intéressante à la fois en fin de partie, puisque sur un dernier tour, ça permet de défausser un personnage de l'adversaire et donc peut-être de lui voler la victoire, mais sur un cours de partie, ça peut être également intéressant, puisque si j'ai joué une carte à un ou deux, enfin je veux dire un personnage à un ou deux, et que l'adversaire vient mettre une carte pour venir contester l'expédition, je vais pouvoir lui renvoyer en main, ça va le forcer à rejouer. Donc, encore une fois, ça me permet de temporiser pour voir un petit peu comment ce qu'il va faire, le forcer à dépenser un petit peu sa mana, et donc derrière de venir savoir où je vais jouer mon Shenlong, ou même à la rigueur mon Achille. Je vais pouvoir la mettre en 3 exemplaires assez efficacement, vu que c'est une commune, ce sera intéressant dans tous les cas. Meunier Tudor, ce sera une carte également intéressante. Elle coûte évidemment aussi 2, donc ça va être le même intérêt qu'Intimidation. Si je le joue sur le dernier tour de la partie, je vais pouvoir bloquer les statistiques de quelqu'un et donc pouvoir peut-être prendre l'avantage sur le dernier tour et peut-être même la victoire. Maintenant, c'est aussi intéressant, au même titre qu'Intimidation en cours de partie, puisque si je vois que la première carte que j'ai jouée, elle vient directement se faire dépasser par la carte de l'adversaire, je peux venir l'endormir. Au moins, le tour suivant, j'aurai déjà cette carte pour venir contester une expédition. Et ça me permettra, du coup, là, pour le coup, ce tour-ci, d'avoir une tempo qui est faite et donc de jouer ma carte un peu plus forte plus tard pendant mon tour. Si je veux conserver un petit peu de gestion sur mon deck, j'ai également la moisson de mana qui est intéressante. Elle va donner un orbe de mana à mon adversaire, donc je préfère ça à moi payer un orbe de mana.
Si je veux garder un petit peu de contrôle et de cartes qui vont me permettre de défausser les cartes de mon adversaire, je peux aussi rajouter une moisson de mana. Moisson de mana, ce sera intéressant sur du coup une fin de partie, là encore, puisque je vais pouvoir défausser un personnage pour avoir l'avantage sur le dernier tour, mais ça me permet également de défausser un permanent. Et donc, de façon situationnelle, ça me permet de gérer des cartes très gênantes, telles que le bastion monolithe chez Ordis, telles que une ruche Scarabot ou un bastion Bravos chez Axiom. Je suis évidemment limité en rares, ce sera des cartes peut-être un peu plus situationnelles. Moisson de mana, je la limiterai à 1. Je peux monter à la rigueur à 2 pour Meunier Tudor, mais je vais éviter de le mettre en 3 exemplaires pour garder des rares à mettre autre part. Enfin, je suis obligé de parler de l'apothéose de l'esprit avec Hatsadi. L'apothéose de l'esprit va me permettre de jouer mes gros personnages du coup de façon très intéressante. Mais pour que ce soit rentable, il faut que j'ai beaucoup de personnages avec des grosses statistiques dans mon deck. Et si j'en mets trop, je vais avoir du mal à faire tourner mon deck, puisqu'il va me manquer un petit peu des personnages à faible coût à jouer en même temps. Je pense que c'est difficile de le placer dans le deck, donc je pense que ce sera plus efficace quand on aura des nouvelles cartes avec les extensions. Ça aura peut-être un coup hasardeux un peu moins prononcé. Au niveau des uniques qui peuvent être intéressantes dans le deck, soit on part sur des uniques qui vont déclencher l'effet d'Atsadi. Donc si je veux que ce soit intéressant, les cartes qui vont être les plus pertinentes vont être celles, au même titre que Sakarabrou, vont avoir un coût de main relativement élevé et un coût de réserve faible qui vont me permettre de les rejouer, mais de quand même déclencher l'effet d'Atsadi. Et au niveau des cartes qui vont avoir un plus faible coût, donc je suis intéressé par les cartes qui vont avoir soit des effets d'ancrage, mais qui vont coûter relativement peu cher, donc peut-être des Parvati qui vont me coûter seulement 2 à jouer pour aller ancrer quelqu'un, ou alors des cartes qui vont avoir des statistiques qui sont très intéressantes, très fortes quand je vais les jouer, ce qui va forcer mon adversaire à aller dépenser plusieurs cartes avant que moi j'aille jouer un Shenlong ou autre sur une expédition. Je suis également intéressé par tous les effets qui vont être plutôt passifs, comme les effets qu'on retrouve avec le conseil qui embête un petit peu l'adversaire s'il joue des cartes sur la même expédition. Ou alors des cartes, pourquoi pas, qui peuvent donner Corias 1 par exemple aux cartes de mes expéditions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de réfléchir un petit peu à la construction de votre deck Hatsadi. Si vous êtes intéressé par la construction d'un deck avec un autre héros, ou si vous voulez en savoir un peu plus sur la synergie entre les cartes d'une même faction, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à très bientôt.